petit, voilà, j'étais plutôt timide et introverti, donc l'idée c'était que je puisse faire un sport qui me permette de m'affirmer, Bon, les réactions elles sont très personnelles, hein. Il y en a qui ont voulu, on a croisé des gens qui voulaient tout de suite abandonner, qui se refusaient à passer la ligne d'arrivée par, voilà, leur point de vue c'était par respect pour cette personne, on va pas finir ce défi sportif. Choisir c'est renoncer. Et quand j'ai fait le choix de quitter Apple, je savais que je renonçais. En tout cas, je ne sais pas pour combien de temps et je ne sais pas si je retrouverai des conditions comme j'avais chez Apple, mais je savais que je renonçais à un très bon salaire. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Allez, nouvel épisode aujourd'hui avec Loïc Blanchard. Alors Loïc, je suis très content de te recevoir, un copain podcasteur, un copain sportif. On va avoir pas mal de sujets à discuter aujourd'hui, je le sens. Comment vas-tu Loïc ? Eh ben écoute, super. Merci beaucoup François de me recevoir sur ton podcast. Ça fait plaisir d'être de temps en temps de l'autre côté du micro. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, c'est vrai que c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'être de l'autre côté comme ça sur un podcast, d'être celui qui doit recevoir les questions, et c'est un exercice qui est pas simple. Effectivement. Est-ce que tu t'es préparé tel un sportif qui va prendre son premier dossard et qui, je sais pas, d'ailleurs c'est la première fois que tu passes de ce côté-là ou t'as déjà été... Non, je suis déjà passé sur quelques podcasts. Alors j'ai fait Kilomètre 42 avec Bertrand Soulier. Ouais. Parlons de votre mental avec Sébastien. Et au retour de la PTL, j'avais été partager mon expérience sur Ultra Talk avec Arnaud, okay. que je connais bien puisqu'on avait travaillé ensemble. Donc j'en ai pas fait non plus 300, mais non, j'en ai déjà fait. Du coup, c'est quoi ? C'est mon 4e podcast. Eh ben écoute, je suis ravi de prendre cette 4e place, même si en termes de nombre d'écoutes, je suis désolé pour les autres, mais on va finir premier tous les deux. Ouais, carrément, allons-y. Non, on salue évidemment tous les amis podcasteurs de ce beau monde, de ce petit monde du podcast qu'on aime bien. Bertrand, il est déjà passé sur le podcast aussi, Bertrand. Avec Arnaud, on avait failli enregistrer aussi, mais c'était pas fait, il faut qu'on reprogramme une date. Bref, comment vas-tu et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Loïc Blanchard, 33 ans, très bientôt. Sans doute au moment où l'épisode sera sorti, ce sera fait. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est quand ? C'est le 6 mars. 6 mars. Ah, ouais, ok. Voilà. Je vis actuellement à Aix-en-Provence. Après, je suis originaire du sud, et même du très très sud, puisque j'ai passé une partie de mon enfance en Nouvelle-Calédonie. Et puis après, voilà, les études, les premiers emplois font que j'ai travaillé un peu partout au Canada, aux États-Unis, récemment en Suisse où j'étais pendant 3 ans et demi. Et donc là, de retour sous le soleil de la Provence depuis à peu près 1 an. Voilà pour le contexte. Et puis sinon, d'un point de vue sport, puisque j'imagine qu'on va aussi en parler. Je suis un ancien sportif de haut niveau, alors pas du tout en trail, mais en judo. Moi, j'ai plutôt connu l'intérieur des gymnases que les pistes des FCI en forêt. Mais voilà, j'ai fait du judo pendant très longtemps, quelques années à haut niveau. J'ai arrêté pour les études. Quand je suis rentré en classe préparatoire, il y en a qui arrivent à trouver la solution. Moi, j'ai pas réussi. J'arrivais pas à mener les deux à la fois, sport de haut niveau et prépa. Donc, j'ai fait le choix d'arrêter le judo. Ça a été assez compliqué de tourner la page. Et puis, j'ai fini par... découvrir la course à pied. Alors j'ai pas du tout un physique de coureur, je fais 1m91 et quand je m'énerve un petit peu trop sur les viennoiseries, pas loin des 100 kilos, donc pas forcément le meilleur profil pour gambader en chemin, mais voilà, je m'y suis mis. J'ai commencé par un 10 km et puis après j'ai fait exactement ce qu'il faut pas faire. Après le 10 km j'ai fait la Saint-Élion, voilà, sans transition, puis un semi-marathon, puis le marathon de Paris, et ensuite j'ai découvert le triathlon. Pareil, j'ai fait, je crois que mon premier événement c'était le semi-Ironman d'Aix-en-Provence.
Et voilà, plus récemment, en termes d'ultra, la PTL, donc que j'ai fait cet été, une course organisée par l'UTMB sur la semaine de la course du même nom, UTMB. Et donc la PTL, c'était un peu plus de 300 km, 340 même, 25 000 mètres de dénivelé autour du Mont Blanc. Voilà. Et en parallèle de ça, je continue de faire beaucoup de trek, comme j'ai fait, comme je le pratique depuis longtemps. Et écoute, sur le plan sportif, je crois que c'est à peu près tout en termes d'activité pro. Et puis là, promis, après j'arrête, ça fera une belle intro. Mais côté pro, donc j'ai passé un peu plus de 8 ans chez Apple, d'abord en France, puis après sur la zone Allemagne, Autriche, Suisse, où j'avais des postes de management, donc j'encadrais des équipes. Et j'ai démissionné en 2021 pour créer une société qui s'appelle Papyrus avec un I, et on développe une solution de gestion d'équipe pour permettre, par exemple, de digitaliser les entretiens individuels, de faire de l'évaluation de la performance, etc. Donc, un logiciel plutôt pour carrément destiné à des entreprises. Voilà, et je t'ai tout dit, je crois. Eh ben, je suis sûr qu'on aurait pu encore détailler pas mal de sujets parce que la vie n'est jamais aussi simple qu'on la décrit soi-même. Hein. Ouais. Mais en fait, avant, quand les gens se présentaient comme ça, j'avais toujours, j'essayais de garder toutes mes questions en tête. Maintenant, je prends des notes. Donc, tu vois, j'écris. C'est un bon type, ça. Parce que parce qu'en fait, il y a toujours faut que je rebondisse là-dessus. Et puis en fait, j'oubliais. Donc, on va essayer puis il y aura sûrement d'autres questions qui viendront durant l'échange. Tu disais que tu avais vécu en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi? Papa militaire ou Alors ouais, c'est un peu la question qu'on me pose à chaque fois. Alors pas militaire, mais capitaine de marine marchande, et donc il avait un poste de direction au port de commerce de Nouméa, donc la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti là-bas à l'époque où l'expatriation c'était encore une grande aventure. Il était expatrié et donc toute la famille l'a suivi pendant une dizaine d'années. Ok, non, parce que j'ai mon père qui était aussi dans la marine, mais du coup pour le coup militaire, et il a vécu aussi à Nouméa pendant quelques années. Excellent, donc, excellent. Ils sont peut-être croisés. Ouais, qui sait. Et ok, ça marche. Donc une enfance avec des parents plutôt sportifs et ils faisaient peut-être du judo, non? Alors non, il faisait pas de judo. Mon père fait beaucoup de voile. Pour celles et ceux à qui ça parle, il a fait le Figaro plusieurs fois, le Triangle du Soleil, donc des courses au large en solitaire. Donc rien à voir avec le judo. Non, le judo, c'est parce que je pense un peu le classique. Hein, j'ai petit, voilà, je suis plutôt, j'étais plutôt timide et introverti. Donc l'idée c'était que je puisse faire un sport qui me permette de m'affirmer, d'apprendre à me défendre, etc. Voilà, c'était un petit peu l'idée, je crois, à la base. Mais il n'y avait pas de pratiquants avant moi, en tout cas pas que je sache dans la famille pour ce qui est du judo. C'est marrant parce que tu vois, le judo, j'en ai plutôt l'image inverse, de se dire les enfants qui sont un peu justement agités, turbulents, les parents savent pas trop quoi en faire, on va les mettre au judo pour essayer d'apprendre à canaliser. C'est vrai que c'est la deuxième option, ouais. Ouais, c'est vrai. Généralement, c'est l'un ou l'autre, ouais. Donc toi, t'étais dans la team qui avait besoin de s'affirmer. Ouais, plutôt, ouais. Okay. Et donc tu les as mis tous à terre avec le judo. Ouais, en tout cas c'est une super école de la vie, et c'est vrai que moi j'en garde un très très bon souvenir. Alors du judo, oui, mais surtout de la période à haut niveau, parce que c'est vrai que quand tu as la chance de pouvoir la chance c'est que tu te donnes les moyens. J'écoutais ton épisode avec le PDG de Simalp ce matin, où il disait qu'il croyait pas trop en la chance, et c'est plutôt quelque chose qu'on provoque. Mais bref, voilà, quand on arrive à haut niveau, à un âge, on est encore en pleine construction. Je trouve que on vit des expériences extrêmement fortes, et puis d'un point de vue identitaire qui sont vraiment des bases très solides. Tu vois, moi 14, 15, 16 ans, je garde un très bon souvenir de ces moments finalement difficiles sur le coup, mais qui m'ont vraiment forgé, qui m'ont endurci. Les stages à l'étranger, la défaite, et les victoires aussi. Donc ouais, carrément, on peut dire que le judo a contribué à me transformer. Ouais, tu parlais de l'épisode avec Lionel Marsan, l'épisode 187, où on parle des enjeux d'une marque de textile outdoor aussi en ce moment. C'est vrai que aussi
Pas mal dans le jeu. Donc, c'est un chouette épisode avec Lionel, ouais. Ouais. Ok, non, mais c'est intéressant c'est parce que tu vois, moi j'aime bien. C'est aussi pour ça que j'ai changé de nom. Avant, l'émission s'appelait Café Trailer. Maintenant, c'est l'Instinct Outdoor. Et alors, même si le judo, c'est pas un sport outdoor, quoique, on peut pourquoi pas aller le faire dehors si on veut. J'aime bien aller explorer d'autres sports que uniquement le trail pour voir un petit peu qu'est-ce que chacun peut s'apporter mutuellement, et il y en a des choses. Qu'est-ce que tu dirais que toi, le judo, mis à part, comme tu le disais, la confiance en toi que tu avais peut-être besoin d'avoir un peu plus étant jeune, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté dans ton sport d'aujourd'hui? C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, c'est surtout le niveau l'intensité de la pratique. Tu vois, je pense que c'est une question qui pourrait être utilisée pour n'importe quelle discipline. À partir du moment où, en tout cas, c'est ma vision des choses, hein, mais à partir du moment où tu as une activité que tu pratiques avec une certaine intensité, une certaine fréquence, bref, pour laquelle tu fais un certain nombre de sacrifices et que tu es prêt à y consacrer une partie de ton temps non négligeable. Je pense que c'est là en fait où tu apprends des choses, notamment sur tout ce qui touche, tu vois, la rigueur, la discipline, l'organisation, mais aussi la résilience. Finalement, il y a plein de parallèles qu'on peut faire entre le judo, les treks très longs et engagés ou l'ultra trail. Tu vois, c'est comment est-ce que tu arrives à rebondir quand ça se passe pas comme tu l'avais prévu. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le judo est une très bonne école de la vie, parce que c'est un sport assez ingrat. Où les randonnées, donc les combats durent 3 à 5 minutes selon les catégories d'âge, donc c'est finalement très très court. Il y a une notion d'arbitrage, comme dans beaucoup de sports, donc voilà, mais en judo, tu as vraiment un respect absolu de l'arbitre. Donc si la décision, quelle que soit la décision, ou en tout cas quelle que soit ta perception de la décision, en fait tu l'acceptes, il n'y a pas de négociation possible, pas de tentative de l'influencer en faisant, tu vois, sorte de spectacle comme on peut voir parfois dans d'autres sports, notamment le foot, tu vois. C'est juste l'arbitre l'arbitre prend une décision et point barre, c'est la décision qui s'applique. Et ça, je pense que voilà, ça c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment qui m'a vraiment marqué. Si je devais retenir peut-être un ou deux éléments, c'est ça, c'est la discipline et la détermination. C'est vrai que dans le trail, surtout quand tu vas faire une PTL, j'imagine que la capacité d'adaptation, elle doit être assez intense, assez énorme, parce que tu as beau te préparer, tu as beau essayer de tout prévoir, il se passe toujours des choses que tu n'avais pas prévues. Toi, tu dirais que pour ce genre d'aventure et d'expédition, c'est un peu l'un de tes points forts? Je sais pas si c'est il y a toujours plus expérimenté que soi, mais en tout cas, c'est vraiment, oui, ma capacité d'adaptation. Je sais que est-ce qu'on peut dire que je m'appuie dessus? Je sais pas si je peux dire que je m'appuie dessus, mais je sais que même s'il y a des imprévus, finalement, en fait, c'est presque ludique pour moi. Tu vois, c'est assez marrant parce que j'y pensais après la PTL. Une de mes craintes, c'était qu'il pleuve, tu vois, ou qu'on se perde. Et finalement, ni l'un ni l'autre ne se sont produits, mais il y a eu d'autres types d'imprévus. Et finalement, c'était presque une forme de jeu pour moi d'arriver à m'y adapter. Par exemple, tu vois, à un moment donné, mon sac s'est déchiré, mes chaussures qui étaient neuves étaient complètement éventrées au bout de 200 bornes. Alors, je dis pas que c'était l'éclate, que je rigolais, etc. Mais il y a une forme, je trouve que il y a une forme de stimulation presque, tu vois. Il y a des imprévus qui se passent, c'est quelque part, voilà. Maintenant, c'est là que le game commence. Il va falloir les gérer. Et quelle solution est-ce que tu vas imaginer avec ce que tu as sous la main pour t'en sortir? Et je trouve que voilà, c'est une forme de stimulation que j'aime bien et qu'on retrouve beaucoup dans le sport, dans l'aventure, qui est moins, je trouve, en tout cas moi, que je trouve moins évidente à retrouver en entreprise, par exemple. Ouais, c'est vraiment une des compétences, je pense qu'il faut essayer de développer si on veut se mettre à faire des distances qui sont très longues. Cette capacité de résilience, de se dire ça ira mieux plus tard, on va trouver une solution, cette patience. Ouais. Mais plus c'est long, plus c'est vrai, quoi. Ouais, clairement. Clairement, ouais. Bah oui, quand tu pars, il y a plus long que la PTL, hein, mais moi, j'avais jamais fait quelque chose de cette envergure. C'était... on a mis 148 heures pour finir. Je dis on parce que je sais pas si tout le monde connaît le principe, mais c'est une course par équipe. Donc c'est 2 ou 3, 2 minimum, 3 maximum.
Et le départ se fait le lundi à 8h30, donc c'est la première des courses. C'est le premier départ des courses de la semaine de l'UTMB. Donc je crois que toi tu as fait la TDS, il y en a d'autres, il y a la CCC, l'UTMB, la mythique UTMB. Et la première des courses à partir, c'est la PTL, parce qu'elle est extrêmement longue. Et l'arrivée se fait le dimanche. Donc c'est sûr qu'entre le lundi et le dimanche, quand tu es en activité à peu près 21 heures par jour, ouais, il y a forcément des imprévus. Ouais, c'est une course, tu vois, c'est marrant parce que je peux être assez casse-cou et bien aimé aussi comme toi tu vois, le côté, bon, ça va être un peu la mission. Tu vois, quand j'ai fait le tour du Piton des Neiges, 60 bornes en off, comme ça, je suis parti la veille, je me suis dit, allez, on verra bien si je trouve de l'eau, on verra bien si je trouve à manger, on s'adapte. Par contre, la PTL, je sais pas pourquoi, elle me fait quand même un peu peur, quoi. Ouais. Enfin, bon, cette année, il y a eu en plus un décès, hein, Ouais. l'année dernière, il y a eu un décès sur la course. Voilà, c'est quand même une épreuve assez engagée. Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur, justement, quand vous avez appris ce décès, et est-ce que finalement, ma crainte, elle est fondée ou... Bah écoute, la réaction au décès, c'est sûr que donc nous, on l'a appris, c'était un Brésilien qui était, je crois, il était dans la dernière ou l'avant-dernière équipe. Donc voilà, il fermait vraiment la marche. Donc on l'a appris nous, je crois que c'était le mardi matin, donc moins de 24 heures après le départ de la course. Bon, les réactions, elles sont très personnelles, hein. Il y en a qui ont voulu, on a croisé des gens qui voulaient tout de suite abandonner, qui se refusaient à passer la ligne d'arrivée par, voilà, leur point de vue, c'était par respect pour cette personne. On va pas finir ce défi sportif. Donc chacun réagissait un peu différemment. Moi, c'est vrai que j'ai assez quand même rapidement pensé à mes proches où je me suis dit bon, faut quand même que je les rassure, et j'ai envoyé un message à ma femme pour lui demander si elle préférait que j'arrête, puisque je suis devenu papa il y a pas très longtemps, et je me suis dit bon, elle est toute seule à gérer une semaine, notre fille qui avait 7 mois à ce moment-là, qui dormait pas la nuit. Je me suis dit si en plus elle se met à réfléchir à ça, ça va être horrible. Donc j'ai envoyé un message en lui demandant si elle préférait que j'arrête. Et puis en fait ce message, il n'y avait pas de réseau, j'avais pas fait gaffe qu'il n'y avait pas de réseau, donc le message n'est jamais parti. mais donc voilà, la première pensée ça a été ça, tu vois, rassurer quand même tout le monde, et puis après de me dire bon, qu'est-ce qu'on en fait de cette information, on redouble de vigilance. Je te cache pas que ouais, j'ai pensé, j'avais en tête, je crois que c'était la TDS l'année précédente où il y avait eu un accident mortel aussi, et ils avaient annulé, ils avaient stoppé la course pour tous les coureurs qui se trouvaient derrière l'accident. J'y étais. Ah, t'y étais, ok. Donc c'est ça qui s'est passé, hein, tu confirmes? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Donc je me suis dit bon, est-ce que là ça va être la même chose? On savait pas trop, donc ça faisait beaucoup d'incertitudes. À moins de 24 heures de la course, on avait déjà une nuit blanche dans les pattes, on avait fait 71 km en 22 heures, quelque chose comme ça, 21 heures, donc il y a un peu de fatigue. Donc c'est sûr que voilà, plein de choses qui se passent. Et puis quand la news est tombée que la course continuait, voilà, ça faisait un paramètre, ça faisait une zone de doute en moins. Et puis écoute, on est reparti, et je pense que ce qui a joué, c'est aussi qu'on n'était pas, j'étais pas seul. Nous on était deux, on était trois au départ, mais il y en a eu un abandon dans la nuit, et donc au moment où on a appris la news, on était déjà plus que deux. Et puis là voilà, la dynamique du groupe avec Xavier a fait que on s'est relancé. Mais ouais, c'est sûr qu'après forcément tous les passages techniques, et il y en a beaucoup sur la PTL, tu fais attention, quoi, hein. Et puis le manque de sommeil arrivant, etc., ouais, tu redoubles de vigilance. C'est sûr que c'était un rappel, malheureusement un rappel un peu brutal de la réalité, quoi. C'est une épreuve qui est en montagne, et parfois une chute, tu vois, voilà, certains endroits où les chutes ne pardonnent pas. Ouais, ça c'est un sujet dont je parlais avec Marion Poitvin sur le podcast. Ouais. Quand tu n'habites pas en montagne, tu te rends pas compte en fait de tous ces accidents qu'il y a en montagne, et pourtant il y en a un paquet. Ouais. Donc oui. Ouais, et puis il y a même, tu vois, mais même moi je pense que le judo aidant, j'ai un excellent équilibre, tu vois. Ça m'est absolument jamais arrivé de tomber en trail. Ça m'arrive régulièrement de trébucher, de me prendre dans des racines ou autres, ou d'avoir, tu vois, des cailloux qui se dérobent sous moi, et je tombe en arrière. Mais en fait, je ne tombe jamais. J'arrive toujours à me rattraper, à me retourner, etc.
un gros chat bien, un peu lourd, mais un gros chat, tu vois. Et même en ayant le pied vraiment sûr, j'ai passé des années, des étés entiers sur des treks en montagne, etc. Mais même en ayant le pied sûr, en réalité, t'as quand même le paramètre fatigue, tu vois. Quand tu commences, nous moi j'ai dormi moins de 6 heures entre le lundi et le dimanche. Et à 21 heures d'effort par jour, bah en fait, il y a forcément un moment où t'es juste pas lucide, quoi. Tu vois, t'as beau avoir le pied sûr, quand il est 3 heures du mat, la 4e nuit, et que t'es en train de descendre dans des pierriers et qu'il fait juste super froid, que tu vois rien, t'as les yeux qui se ferment parce que t'as pas dormi et que tu peux pas dormir exactement là où t'es, bah voilà, c'est là où l'accident peut arriver. Donc même si tu connais un peu la montagne, je pense que c'est peut-être même là le piège, tu vois, d'arriver en confiance et de se dire c'est bon, je suis habitué, je fais de l'alpi, je pars sur glacier, il y a pas de souci. Je pense qu'il faut quand même toujours rester vigilant parce que il suffit d'un petit rocher qui se dérobe au mauvais endroit et t'as beau avoir toute l'expérience, ça peut mal finir. Et toi qui as fait le GR20, si je me trompe pas, en termes de technicité, c'est comment? Je dirais que il y a des sections. Alors la PTL, il faut quand même savoir que le circuit change tous les ans. Donc c'est un parcours unique à chaque fois. Hein. C'est à peu près les mêmes distances, 300 km. Nous, on a eu droit à un petit rabais qui était pas trop prévu, mais voilà. Mais c'est à peu près 300 km et 25 000 mètres de dénivelé positif. Mais après, la trace précise, elle change tous les ans. Donc nous, sur notre édition, je dirais qu'en termes de technicité, c'était à peu près la partie nord du GR20, pour celles et ceux qui connaissent. Voilà, avec pas mal d'endroits qui ressemblaient bien au Cirque de la Solitude. Bon, qui maintenant, je crois, est fermé, hein, si j'ai bien compris. Moi, c'était encore, on y passait encore quand j'avais fait mes 2 GR20. Mais voilà, c'est quand même assez. Sur nous, le circuit qu'on a eu, c'était quand même assez technique, ouais. C'est beaucoup de pierriers en fait. D'accord, ok. Ouais, parce que effectivement, le Cirque de la Solitude est accessible. Enfin, ils l'ont réouvert. Okay. Enfin, avant, c'était interdit d'y aller sans guide. Maintenant, ils ont dit allez-y si vous voulez, mais on vous conseille pas. En gros, c'est ça. Hein. Mais moi, c'est vrai que pour l'avoir fait, je ne recommande à personne d'y aller sans être accompagné. Vraiment. Je me suis fait très peur. Voilà. Alors, à ce moment-là, je dirais que du coup, selon le programme qu'ils prévoient pour la PTL, s'ils repassent par les mêmes endroits que là où on est passé, je dirais que ça peut valoir le coup d'aller en repérage pour se rassurer avant la course, parce que après il y a aussi ça, tu vois, tout est relatif. Il y a des gens pour qui le Cercle de la Solitude c'est engagé, mais ça passe, et d'autres pour qui, moi j'ai déjà vu des gens la première fois que je l'ai fait, un couple d'Autrichiens qui était en bas dans le fond du cirque et qui attendaient le PGHM parce qu'ils voulaient juste pas remonter, ils avaient trop peur, ils trouvaient que c'était beaucoup trop vertigineux. Donc voilà. Mais ouais, c'est à peu près du même niveau sur pas mal de sections de la PTL quand même. D'accord. Avec la contrainte en plus que t'as pas de balisage, alors que le GR20 c'est quand même extrêmement bien balisé. Tu dois avoir en permanence une dizaine de balises rouges et blanches à portée de vue. La PTL, c'est pas du tout le cas. Je sais pas, il devait y avoir 30 ou 40% du circuit, nous, qui était complètement hors sentier. Donc, t'as parfois même pas des cairns, en fait, pour te repérer, tu vois. D'accord. Alors, je pense que quand tu l'as fait, le Cirque de la Solitude, il y avait encore les équipements, les échelles et tout ça. Il y avait des chaînes, ouais. Ouais, là, il n'y avait plus rien. Ah ouais, ok, ouais. Ouais. Costaud. Ok, quels sont tes apprentissages sur ce type de course, ce format de course, et notamment sur la gestion de l'équipier, en fait, parce que comme tu es à deux, t'es pas seul à gérer ton effort. Ouais. Quels ont été vos plans de départ, et puis finalement vous êtes peut-être dit tiens, si on avait su, on aurait fait ça comme ça? C'est une très bonne question. Il y a absolument rien qui s'est passé comme on l'avait prévu, en fait. On avait bien travaillé sur la phase de préparation. On avait quand même bien travaillé cette notion d'équipe. Je te disais, moi j'ai fait beaucoup de management. En même temps que j'étais chez Apple, je me suis formé, je suis devenu coach professionnel et préparateur mental. Donc il y avait pas mal de petits outils sur lesquels qu'on avait utilisés pour faire en sorte que
On arrive, sachant qu'on se connaissait pas depuis très longtemps, les trois fantastiques au départ de la PTL, on s'était dit voilà, on veut arriver avec un maximum de cartes en main, bien se connaître, bien savoir comment on réagit quand il y a de la fatigue, quand on est agacé, les forces de chacun, les responsabilités de chacun, tout était à peu près clair. Et puis, en fait, tout ça a volé en éclats la première nuit, puisque le membre le plus expérimenté de l'équipe, qui avait déjà fait Norseman, Setman, Diagonal, UTMB, Enduroman, a décidé d'abandonner au deuxième refuge, au Contamine, bref, donc à 2-3 heures du matin. Et donc, on s'est retrouvés à deux. Et à deux, c'est quand même plus du tout la même dynamique. Parce que ça veut dire que autant à 3, il peut y en avoir un qui se repose pendant que les 2 autres, tu vois, sont relativement doivent rester lucides pour suivre la trace, pour anticiper éventuellement certaines sections, tu vois, donc avoir les différentes étapes en tête, vérifier le topo guide, etc. Autant à 2, c'est quand même plus compliqué, quoi. Soit t'en as un qui est extrêmement solide et qui prend en charge tout seul la partie orientation, navigation, gestion de l'effort, etc. Mais il faut vraiment que ce soit un méga king. Soit c'est les deux qui s'y collent. Et assez vite, moi je me suis rendu compte que j'étais pas forcément au même niveau que j'étais pas au niveau de Xavier, donc mon coéquipier avec lequel j'ai continué, qui était voilà vraiment affûté physiquement, qui avait un super rythme. Moi j'avais un peu plus de mal à suivre, donc on devait en permanence ajuster l'effort, et c'était au final plus fatigant qu'autre chose pour tout le monde. Et surtout, au bout de 24 heures, 24-36 heures, on a compris à quoi allait ressembler la PTL. C'est tout bête, tu vois, moi j'avais fait des épisodes avec des finishers, enfin non pas des finishers, mais avec des gens qui avaient participé à de précédentes éditions de la PTL. J'avais regardé des vidéos, tu lis des récits, on te dit c'est une course, c'est vraiment particulier, c'est une course de montagne, c'est pas un trail, c'est extrêmement difficile, même pour les gens expérimentés, etc. Mais tant que t'es pas dedans, à te frotter à la réalité du terrain, c'est difficile de t'en rendre compte, tu vois. Moi, j'avais lu par exemple qu'il y avait beaucoup de pierriers, etc. Je me suis dit bon, bah ça va, des pierriers, tu vois, j'ai passé tous mes étés en montagne, bon, ça devrait aller, des pierriers. Et en fait, quand tu te fais une ascension qui dure 6 heures en pierrier, en plein cagnard, sans aucun balisage, avec 10 kilos sur le dos et que t'as pas dormi de la nuit, bah, le pierrier, il a un peu une autre dimension. Donc tout ça pour dire que voilà, à 2, on s'est vite rendu compte que ça allait être très compliqué. Et du coup, on a eu une stratégie simple, c'est qu'on a croisé à plusieurs reprises, entre le mardi et le mercredi matin, on a croisé 2 autres équipes, dont une équipe qui connaissait mon podcast, Les Frappés. Donc on avait un petit peu sympathisé, on discutait, etc. Et le mercredi, c'était le jour où on arrivait à la première base vie, à Morges, je sais jamais comment on dit, en Italie. Et là, en fait, ce que je leur ai proposé, c'est qu'on continue ensemble. Donc qu'on s'associe, qu'on fasse la suite de l'étape, la suite des étapes ensemble. On avait à peu près le même rythme, on avait le même objectif qui était de finir sans faire un chrono, mais de finir, d'aller au bout. Et ça a complètement changé la dynamique. Ça a absolument tout changé. Donc on est passé de 2 à 7. Il y avait une autre équipe de 2, une équipe de 3. Et là, ça avait juste rien à voir, parce que tu t'appuies, t'as une espèce de dynamique collective qui se met en place. Tu peux largement plus t'appuyer sur les autres. Même si au final le rythme n'a pas vraiment changé, on a continué à garder le même rythme qu'on avait tout seul avec Xavier, enfin à 2 avec Xavier. Mais au lieu d'avoir un orienteur, une personne qui garde les yeux sur la trace, bah on en avait 3 ou 4. Et c'était absolument plus pareil. Et c'est ça, je pense, qui fait, en tout cas dans mon cas, j'en suis convaincu à 99,9%, c'est parce que j'ai pu avancer, j'ai eu la chance d'avancer avec ces gars, que je suis allé au bout et qu'on a fini. On a fait partie je crois des 42% de finishers sur cette édition. Donc voilà comment les plans ont changé. Tu vois, on est parti, on s'était dit on va avancer à 3. On s'est retrouvé rapidement à 2, et puis finalement on a fini à 7. Ouais, encore une fois, on y revient, hein, cette capacité d'adaptation, et puis, l'histoire, elle se crée au fur et à mesure.
Ok. Et justement, en termes de gestion du sommeil, est-ce que vous aviez un plan à l'origine? Parce que, enfin, concrètement, au-delà de l'aspect technique et puis, enfin voilà, avoir le pied montagnard, etc. Ça, c'est des choses qui se travaillent. Et puis, bon, je pense qu'au bout d'un moment, avec l'expérience des ultra trails que tu peux faire, si tu t'engages un petit peu plus. Tu vois, si tu commences par un ultra qui est assez peu technique et puis que tu montes en technicité progressivement, je pense que tu peux y arriver. Est-ce que le sommeil, tu vois, c'est quelque chose qui, moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur à travailler, sa résistance au Ouais. sommeil, d'avoir des plans, de les suivre, parce que bon, il y a des moments où tu peux dormir, mais c'est pas forcément le moment où tu as envie. Comment est-ce que vous avez géré ce point-là? Parce qu'en plus, quand tu es à plusieurs, t'as pas ce moment où Ouais. tu es vraiment fatigué au même moment, quoi. Ouais, complètement. Bah, je suis d'accord avec toi et surtout que c'est super dur au niveau de la préparation parce qu'autant, tu vois, si tu sais que tu t'engages sur une course où il y a du dénivelé, bah, tu vas faire un travail spécifique sur le dénivelé. Si tu sais que, je sais pas, tu veux vraiment aller dans le détail, il y a certains produits dispo ravito, bah, tu peux t'entraîner et consommer les mêmes produits pour voir comment tu réagis, si t'as pas de problème gastrique, etc. T'entraîner pour le sommeil, c'est quand même, enfin, plutôt au manque de sommeil. Sur une longue période, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti à la pêche aux tips, la pêche aux infos. Mon père a fait de la voile, donc en course au large, c'est quand même un gros facteur à gérer, tu vois, le manque de sommeil. Donc en voile, il y a une espèce euh, de référence qui tourne, qui est de dormir 20 minutes toutes les, je sais plus, 4 heures, je crois, ou 6 heures, je sais plus. Mais voilà, ils conseillent de manière générale de dormir par bloc de 20 minutes toutes les X heures. Après, j'étais allé demander, donc voilà, ça on l'avait considéré, par rapport à ce qu'on voulait faire en termes de rythme, etc. On avait une option qui était de dormir sur des blocs, tu vois, de 20 minutes comme ça. Ensuite, j'étais allé demander sur mon podcast, j'ai reçu plusieurs anciens des forces spéciales françaises, des commandos marines surtout. Et eux, bah, quand ils partent en mission, pendant leurs entraînements, c'est aussi un paramètre avec lequel ils doivent composer, le manque de sommeil. Donc même chose, tu vois, j'étais allé chercher surtout des techniques pour s'endormir rapidement. Parce que ça, c'est une chose aussi. Si tu sais que tu as 5 minutes pour t'endormir, soit tu es complètement explosé et tu t'endors tout de suite, soit tu as le cerveau en ébullition, les muscles qui tirent, et c'est très très compliqué, si t'es pas habitué à le faire, d'arriver à t'endormir rapidement. Donc voilà, j'avais essayé, tu vois, de partir un peu à la pêche aux infos, de trouver des techniques. J'avais quelques outils de préparation mentale, mais j'étais pas sûr que ça fonctionne. Je les avais jamais testés. La cohérence cardiaque, par exemple, tu vois. Donc voilà, on va dire qu'on avait une espèce de trousse à outils, des plans sur le papier avant de partir. On s'était dit qu'on ferait dans tous les cas la première nuit blanche, donc du lundi au mardi, et qu'on dormirait seulement le mardi soir. Euh, et qu'on prendrait entre 1 heure et 2-3 heures maximum pour manger et dormir voilà, sur un lit, pas dehors. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. On s'en est tenu au plan. Tu vois, on a fait une nuit blanche. On a marché. On a continué toute la journée mardi sans se poser. Et on s'est couché seulement le soir. Bon, évidemment, hyper compliqué, les ronflements, c'était des lits de camp. Bon, forcément, c'est un peu rustique, hein, c'est pour ça que tu signes quand tu vas sur la PTL. Et puis, t'as quand même les premières douleurs, etc. Donc, pas forcément un repos extrêmement réparateur. Et après, le reste de la semaine, honnêtement, une fois qu'on s'est retrouvé à 7, donc dès le lendemain, hein, comme je te le disais, mardi, on était encore 2, mardi soir, et mercredi midi, en arrivant à la première base vie, là, on était, voilà, là, on s'est mis d'accord pour avancer à 7. Et à partir de là, en fait, c'est ça qui est hallucinant et moi qui m'a vraiment marqué sur cette course, c'est qu'on n'a pas vraiment élaboré de plan, en fait, tous les 7. On s'est retrouvés de manière complètement naturelle, inconsciente. On était tous complètement synchronisés. C'est-à-dire que à chaque fois, hein, chaque fois qu'il y en a eu un qui disait bon les gars, c'est l'heure de manger, boum, on se posait à 7, on s'arrêtait tous manger. À chaque fois qu'on arrivait en refuge, on tombait très facilement d'accord sur la durée qu'on se donnait pour dormir, tu vois. 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures. Bon, 2 heures, ça a été assez rare. Et même chose en extérieur, puisqu'en fait, à un moment donné, t'es juste tellement défoncé, quand tu commences à avoir des hallucinations, même en plein jour, etc., que tu dors. On a multiplié les pauses, en fait.
on faisait des pauses parfois de moins de 5 minutes, tu vois. Et à chaque fois, on était parfaitement coordonnés. Ce qui était quand même assez hallucinant. Tu vois, on se couchait à 7, 5 minutes plus tard, il y avait un réveil qui sonnait, boum, tout le monde se levait, on repartait. Alors qu'on se connaissait pas 24 heures avant. Donc ça, c'était quand même assez étonnant. Donc voilà, sur la stratégie, j'ai envie de te dire au début, pour résumer tout ça, jusqu'à mardi soir, on s'en est tenu au plan. À partir de mardi minuit jusqu'à dimanche l'arrivée, c'était, il y avait plus vraiment de plan, quoi. C'était en fonction des besoins urgents, on va dire. Et donc ça nous est arrivé de nous poser à 2800 mètres d'altitude, à 3 heures du mat, en plein vent, avec la brume qui sort du sol, enfin, tu vois, un environnement hyper humide, de se poser par terre 5 minutes. Tout le monde s'endort, je pense, en moins de 10 secondes, et on repartait 4 minutes, 20 secondes plus tard, tous complètement frigorifiés, mais au moins on avait un peu dormi et récupéré. Donc ça a été un peu ça, quoi, dans la réalité. Ouais, c'est ce principe de faire des micro-siestes régulières. Ouais. Et puis, ok, ouais, c'est intéressant parce que... mais tu conseillerais quand même de dormir et pas de résister, quoi, surtout sur des distances qui sont quand même si longues. Ouais, en fait, je pense qu'il faut vraiment En fait, c'est tellement long qu'il faut effectivement pas résister. Il faut... Alors, je suis pas en train de dire que c'est possible. Je pense pas que ce soit possible d'arriver frais à la fin d'une course comme ça et de pas être en déficit de sommeil. Parce qu'en fait, quand tu regardes la barrière horaire, il n'y a pas de classement, mais la barrière horaire, c'est 152 heures. Nous, on a bombardé. On est arrivé, je crois, on était 29e équipe et on a terminé en 148 heures. En ayant dormi moins de 6 heures dans la semaine. Donc la réalité, c'est que soit tu cours vraiment, tu cavales, et là, c'est possible, il y en a qui arrivent le vendredi soir, je crois, ou vendredi midi. Mais je pense que pour le commun des mortels, en tout cas de tous les gens que nous on a croisés, il y a même des gens vraiment, vraiment aguerris, je considère pas du tout que je suis aguerri en trail. La réalité, c'est qu'en fait, les gens arrivent à peu près, samedi, dimanche, et pour arriver samedi, dimanche, tu dors très très peu. Mais donc voilà, ça c'est clair. En revanche, je pense qu'il faut quand même faire, je pense qu'il faut toujours rester lucide sur ta situation à un instant T. Dans le sens où si tu te rends compte que tu as les hallucinations, que tu vois, tu as les paupières qui se ferment, que tu es en train de marcher, mais que tu suis la trace du sentier sans vraiment réfléchir à où tu vas, etc. Je pense que là, il y a urgence en fait à faire une pause, tu vois. Maintenant, si tu es juste un peu, si tu es simplement, entre guillemets, fatigué, mais que tu as pleine possession de tes moyens, etc., c'est là où la résilience, tu vois, elle rentre dans le jeu et où il faut se rentrer dedans un petit peu. Mais c'est pas évident à trouver, surtout quand t'as pas trop l'habitude. Et c'est là, je pense, où le groupe peut énormément aider. Parce que tu peux t'appuyer sur les autres. C'est clair, il y a la fameuse phrase seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais, clairement. Je pense que là, ça doit trouver un peu tout son sens clairement. de pouvoir s'appuyer sur les autres comme ça. Parce que, et ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu surpris. Je pense que les ultra-trailers qui n'ont jamais fait d'aventure à la trace sous-estiment cette énergie mentale que prend le fait de devoir suivre une trace. Ouais. Finalement, en fait, après, une fois que tu as du balisage, tu te dis mais c'est royal en fait cette histoire. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire des off comme ça régulièrement, parce que après, quand tu as du balisage, tout devient simple. Ouais. Tu vois, je l'ai constaté sur le Grand Raid du Finistère, la course que j'organise, c'est à la trace, et il y en avait plein qui n'avaient jamais testé, et ils ont dit mais c'est ultra fatigant en fait. J'ai pas une grande expérience sur des courses comme la PTL, mais c'est vrai que par rapport au GR20 par exemple, il y a peut-être beaucoup de gens qui écoutent Instant Outdoor qui sont un peu familiers du GR20. C'est vrai que le GR20, même si c'est engagé, c'est quand même extrêmement bien balisé, et ça fait une grosse charge mentale en moins, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué, je pense, de se perdre sur un GR20 que par exemple sur une PTL, tu vois. Où là, oui, si t'es pas lucide, tu peux très très vite sortir la trace.
Ouais, souvent on me demande est-ce que c'est utile d'acheter le petit topo guide du GR20 pour suivre la trace. Alors je dis si tu veux savoir quels animaux tu risques de trouver et les plantes que tu vas croiser, les sommets que tu vas croiser, oui c'est utile, mais si tu veux juste pas te perdre, non c'est pas utile. Ouais, non, clairement. C'est hyper bien balisé, Ouais. C'est clair. Ouais. Et juste pour finir pour revenir, peut-être fermer la parenthèse sur le sommeil, moi j'avais une croyance, tu vois, comme je n'avais pas trop d'expérience, je le partage, j'avais une croyance que en fait ce qui était important c'est d'avoir des pauses régulières, mais des pauses quand même, tu vois, de 15-20 minutes minimum. Et encore ça me semblait compliqué, je me disais mais tu peux pas récupérer en 15-20 minutes. Et en réalité, les meilleurs instants les meilleures siestes récup que j'ai eues, c'était des pauses de moins de 5 minutes. Tu vois, coucher à même le sol, je te dis, dans des conditions, mais enfin vraiment le truc hyper spartiate, en plein vent dehors, à 3 heures du mat, couché la tête sur les cailloux par terre, et en moins de 5 minutes, si tu arrives à t'endormir, en fait, ton corps a des capacités de récupération, de régénération qui sont hallucinantes. Donc moi, ça a été un peu le gros learning de cette PTL par rapport au sommeil, tu vois. D'arriver à débrancher ton cerveau, de le mettre en pause juste quelques minutes ça suffit pour récupérer un max d'énergie et repartir frais. Alors tu vois, ça c'est un conseil que j'avais, un conseil ou un partage d'expérience que j'avais entendu sur l'un des participants de la Barclay, un des finishers, qui justement sur le dernier tour s'était mis à s'endormir, parce qu'il en pouvait vraiment plus et il s'était dit je vais me poser tout en haut d'une crête en plein vent, pleine pluie. Et puis quand mon corps aura besoin de se réveiller, il se réveillera. Et j'ai jamais trop su quoi en penser de ça. Est-ce que c'était dangereux? Est-ce que c'était une stratégie à suivre? Parce que, enfin, tu vois, si tu te dis, je me réveille pas à temps, je suis en hypothermie, chaud quoi. Ouais. Bah après, nous on avait quand même. Bon, déjà, nous on avait à chaque fois des alarmes. Donc il y avait toujours, chaque fois qu'on se posait, il y en avait au moins 2 qui étaient chargés de réveiller le reste du groupe. On se disait, tu vois, en se posant, on s'arrêtait, on se disait, bon là les gars, c'est un quart d'heure, 10 minutes, 5 minutes. On se le disait avant en fait de déconnecter. Et après la réalité, alors peut-être que je pense que en tout cas moi, j'ai pas été dans un niveau de fatigue aussi extrême que peut-être ton invité sur la Barclay. Donc moi, le froid me réveillait systématiquement en fait. Et très rapidement. Enfin, en réalité, de la nuit, en altitude, je te dis au-delà de 2000, 2005, avec la fatigue accumulée quand t'as pris le soleil toute la journée, etc., en 2-3 minutes, quand t'es couché à même le sol, t'es complètement congelé. Même si pourtant, moi, j'avais une veste, j'avais une deuxième couche Arc'teryx en duvet d'oie, j'avais pantalon, gants, bonnet, buff. En 2-3 minutes, t'es complètement congelé. Donc, moi, sur la PTL, je pense pas que j'aurais pu dormir, tu vois, une demi-heure, 3/4 d'heure. Le plus long qu'on ait fait, ça a été 3/4 d'heure dans un espèce de hameau, mais on était assez bas. On était protégé du vent, donc il y avait ça. On était couché sur de l'herbe ou des dalles en pierre. Et on avait on avait tous sorti soit des couvertures de survie, soit des vestes. Donc on s'était un peu plus préparé, tu vois, pour rester un plus long moment. Et là, ça a été vraiment le max, et c'était 45 minutes. Et moi, quand on est reparti, j'étais complètement congelé. Ah, c'est vraiment un vrai gros sujet ça. Et je pense que tu vois, ça fait presque 20 minutes qu'on en parle et je crois que l'un des meilleurs conseils qu'on peut donner à chacun, c'est de se tester et puis tu vois, enfin là on enregistre le 27 février l'après-midi. Ce matin, j'étais en train d'enregistrer avec Claire Banvart et qui disait qu'elle pouvait rester 3 jours sans dormir. Mais ça, personnellement, je sais que j'en suis incapable. Donc ça, c'est vraiment personnel. C'est à chacun de voir où est-ce qu'on en est sur ce sujet-là, mais faire des plans comme ça sans vraiment savoir, c'est compliqué. Ouais. Bon, après, il y a aussi les croyances. Hein. Tu penses que tu peux pas dormir 3 jours, mais si tu es dans un contexte au milieu d'une équipe avec une dynamique qui fait que de toute façon, personne va dormir pendant 2-3 jours, peut-être que tu te surprendrais. Hein. Moi, je pensais pas pouvoir dormir 6 heures sur une semaine ou faire 340 bornes en 148 heures, tu vois. Et pourtant, c'est un peu la magie de ces activités, je pense, c'est qu'elles nous permettent d'aller tester un petit peu
certaines, ce qui parfois ne sont que des croyances, tu vois. Je dis pas que là c'en est une, hein, mais la Peut-être. réponse au sommeil, pour avoir vu beaucoup de gens sur cette PTL, tu vois, avancer en mode zombie sans avoir dormi, c'est peut-être plus accessible et possible que ce qu'on pense. Peut-être, tu as raison. C'est vrai que peut-être qu'aussi à force que je me dise j'en suis pas capable, finalement je me complais un peu à faire la sieste au moindre signe de fatigue. Il n'y a qu'une manière de le tester, il faut que tu t'inscrives à la prochaine. Ah là là là. Tu sais que j'ai failli cette année y participer. Hein. C'est vrai ? Ouais, j'ai failli, ouais, vraiment. Et au final, je me suis dit que j'allais refaire la TDS et puis peut-être y aller un peu plus expérimenté, mais c'était pas très raisonnable d'y aller. Pour une fois, j'ai été raisonnable. Et ok, très cool. Alors, l'autre sujet qu'on pense, enfin, tu vois, il y a deux problématiques principales sur ce genre de distances qui sont très très longues. Et c'est une des causes d'abandon, enfin, c'est même la cause d'abandon, la première cause d'abandon sur les ultras, c'est l'alimentation. Est-ce que pendant cette aventure, tu as eu des problèmes digestifs? Est-ce que tu as eu une alimentation particulière? Comment est-ce que vous avez géré ce point-là? Bah alors, tu me dis si je me trompe, hein, j'ai pas une grande expertise sur le sujet, mais moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'une bonne partie des problèmes gastriques, ils sont aussi liés au type, enfin, à l'intensité de l'effort, tu vois, et notamment au choc, etc. Et je sais que sur des distances, des courses où je courais vraiment, comme par exemple le marathon ou même le semi-Ironman que j'ai fait, j'y étais plutôt sujet, tu vois, à ces problèmes gastriques. Et là, la PTL, en réalité, comme on n'a pas vraiment couru, c'est de la marche très rapide, non-stop. Je pense que déjà, t'as beaucoup moins de choc, même s'il y a énormément de dénivelé. 25 000, ça fait quand même pas mal. Et puis, c'est pas le même type de nourriture, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas bouffer que des gels et des barres sur une PTL, je pense. Hein. En tout cas, moi, c'était clairement pas possible. Il faut que tu manges du solide, il faut que tu aies des vrais bons gros repas, tu vois, des choses qui tiennent. Et du coup, tu vois, autour de nous, j'ai pas entendu sur cette édition de la PTL, j'ai pas entendu vraiment de soucis gastriques, de gens qui avaient des soucis gastriques. Moi, j'en ai eu un costaud, mais qui était lié à autre chose, qui était lié au fait que je me suis endormi au soleil sans le faire exprès, et du coup, j'ai fait un énorme coup de chaud qui m'a déglingué. Mais côté alimentation, sinon la stratégie, moi c'était assez simple. Hein, je voulais pas tester de nouvelles choses, donc je sais que les Bar Cliff, pour ne pas faire de placement de produits, les Bar Cliff, ça marche très bien. Voilà, c'est ce que j'avais sur le GR20. J'aime bien la texture, j'aime bien les goûts, etc. Donc j'avais un max de Bar Cliff avec moi. Et après c'était, on s'arrêtait régulièrement dans des refuges, partenaires ou pas d'ailleurs de la PTL. Pour manger chaud. On s'est arrêté quand on était en Suisse, on s'est arrêté dans des petits supermarchés de village deux fois pour prendre une glace, tu vois, un truc à grignoter en chemin en continuant d'avancer. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme le sommeil. Il y avait une stratégie au début sur je croque dans une barre toutes les 45 minutes, etc., qui s'est assez vite transformée en je mange dès que j'ai faim, dès que je peux, en fait. Et qui, dans mon cas, voilà, plutôt bien marché jusqu'au samedi, on va dire. Ouais, c'est souvent un conseil qu'on donne, ça, c'est que finalement, quand plus la distance s'allonge et plus ton alimentation se rapproche d'une alimentation classique, sauf que tu manges juste plus. Ouais. Ouais, franchement, ça a été ça. Hein. Et même, j'ai pas vraiment perdu de poids, tu vois, sur la PTL. J'en ai perdu beaucoup après, au retour, où je mangeais des quantités astronomiques et je continuais de perdre du poids, donc c'était aussi assez étonnant, tu vois, les mécanismes physiologiques qui s'enclenchent. Mais sur la PTL, sinon c'était à peu près ça. Hein, et je réfléchis si dans l'équipe il y avait il y avait que des choses assez classiques en fait. Tu vois, des bars, il y en a qui avaient des M&M's, des mélanges de fruits secs, amandes, des noix, etc. Mais c'était, on va dire que je pense sur le dernier tiers, c'était un peu grignotage un peu permanent et beaucoup de bons gros repas. Super. Est-ce que tu as d'autres choses à partager comme ça sur la PTL, des questions que je t'aurais pas forcément posées et que tu dirais ça c'est quand même important à savoir ou je sais pas, une petite anecdote sympa, un truc croustillant. Ouais.
Des anecdotes, ouais, il y en a vraiment beaucoup, mais moi j'ai fait l'expérience pour la première fois des hallucinations. Donc j'ai des copains qui font beaucoup de trail, notamment un qui a fait l'UTMB, qui courait beaucoup, etc., qui m'avait expliqué, qui m'avait un peu parlé de son expérience de l'hallucination. Ça m'avait toujours un peu étonné. Et donc moi j'en ai fait l'expérience. Alors je sais pas s'il y en a à qui ça parle. Je suis pas un grand fan de manga en particulier, donc j'ai aucune idée de pourquoi mon cerveau m'a pondu cette image à ce moment-là. Mais s'il y en a à qui ça parle, le manga Naruto, c'est un petit bonhomme qui a un espèce de ninja, voilà, avec les cheveux jaunes, et il a un porte-monnaie en forme de grenouille. Voilà. Et c'est peut-être le seul truc que je sais sur lui, puisque encore une fois, je consomme pas particulièrement de Naruto. Et en fait, je me suis retrouvé le mercredi matin, donc en plein jour, plein soleil, avec le porte-monnaie de Naruto en 4 mètres par 3 devant moi, le porte-monnaie grenouille, parfaitement clair, en couleur, avec les yeux, etc., posé devant moi sur le sentier. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, là, c'est quand même chaud. Là, il faut dormir parce que c'est pas normal que je me retrouve avec le porte-monnaie de Naruto en 4 mètres par 3 devant moi. Donc voilà, ça a été ma première expérience de l'hallucination, assez drôle. Et puis après, bon, il y en a eu plein dans l'équipe. Ce qui était marrant, c'est que ce qui est drôle, c'est quand les autres hallucinent et qu'ils te le partagent et que toi, t'es parfaitement lucide. Donc tu vois, il y a un des gars de l'équipe, Nico, qui à un moment donné, ça devait être le jeudi, on marchait de nuit à la frontale et il se retourne d'un coup en fixant le sol. Donc je vois son faisceau de la frontale, si tu vois, sur le sentier, qui se balade à droite à gauche. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, t'as perdu un truc? Il me dit, non, mais je comprends pas ce que foutent ces deux écrans plats par terre. Et il repart, tu vois. Et là, je me dis, oula, ah ouais, d'accord. Et en fait, il y avait deux pierres un peu lisses, tu vois, de chaque côté du sentier. Et pour lui, c'était des écrans plats. Et j'en ai parlé il y a pas longtemps, il a aucun souvenir de cet épisode. Donc, assez drôle finalement. Tant que c'est des trucs comme ça va. Moi j'ai eu des invités, Perrine Fage notamment, que je crois qui me disait que sur son UTMB, elle avait eu une hallucination, elle avait vu une balise, alors qu'il n'y en avait pas du tout, et elle s'était engagée sur un sentier qui descendait en direction d'une falaise. Là c'est peut-être un peu plus critique, mais quand ça arrive des trucs rigolos comme nous, ça va. C'est sûr que quand ça reste des anecdotes. Moi je connais quelqu'un qui a vu qui voyait des personnages de Disney dans les racines. Ah ouais, énorme. Ouais. Ouais, effectivement, c'est marrant de se retrouver avec Picsou sur le sentier, mais ok, ouais, c'est sûr que par contre quand ça devient plus dangereux, c'est un peu moins drôle. T'as raison. Ouais. C'est d'ailleurs un conseil qu'a donné Rémi Urdiel que j'ai reçu sur le podcast où on a parlé vraiment du sommeil. Il disait que c'était justement à partir de ce moment où tu commences à avoir des hallucinations qu'il faut faire une pause et dormir parce que pour des raisons de sécurité. Voilà. Ouais. Pour en avoir un peu, tu vois, discuté, moi j'ai un peu ma théorie. Alors c'est ma théorie à moi, mais en fait on sait que le sommeil, quand tu dors, ce que ça déclenche, c'est un peu comme une défragmentation de ton disque dur, tu vois, pour le cerveau. C'est-à-dire que ça vient supprimer une partie de ta mémoire courte, de la donnée, des informations qui circulent dans ton cerveau, mais des informations à très court terme, tu vois, des choses que tu viens d'observer, des réflexions que tu viens d'avoir, etc. Et quand t'as pas ça, en fait, quand le sommeil te permet pas d'évacuer ces infos à échéance de temps courte, en fait, c'est là où tu as une sorte d'embouteillage qui se crée dans le cerveau et ton cerveau est un peu en train de s'auto-asphyxier en fait avec toutes ces infos, ce qui fait qu'il prend des raccourcis. D'où les hallucinations, c'est-à-dire que tu vois, en l'occurrence, derrière le porte-monnaie, il n'y avait pas de l'air, tu vois, il y avait effectivement un énorme rocher qui avait une forme vague, voilà, en étant en manque de sommeil absolu, tu pouvais voir un porte-monnaie. Mais de la même manière que des fois, quand tu regardes un nuage, tu te dis, tiens, on dirait une grenouille ou un lapin ou un cœur. En fait, c'est un petit peu ça qui se passe quand tu ne dors pas, ton cerveau est obligé de prendre des raccourcis. Et c'est ce qui fait que tu as des images, tu vois, des images qui viennent en superposition du réel, parce qu'il se dit, tiens, boum, ça ressemble à ça, vas-y, c'est ça que je vois en réalité. Donc, le sommeil, juste absolument crucial. Eh ben, je pensais pas qu'on allait parler autant du sommeil. du sommeil durant le podcast, mais c'est ça la magie de ce podcast. Et ben écoute, très cool d'avoir toute ton expérience et tes apprentissages, notamment sur la PTL, parce que
c'est vraiment un objectif que j'ai envie de cocher un jour dans ma vie et je pense que je réécouterai notre échange le jour où Yes. ça arrivera. Alors justement, en parlant de podcast, toi tu as ton podcast, Les Frappés, tu en as dit 2 mots. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast? Comment t'es venue cette idée et si tu avais... alors, c'est toujours difficile. Moi, si on me posait la question, je serais incapable de répondre, mais je vais te la poser quand même. Si tu avais un épisode à recommander ou aux auditeurs qui voudraient aller écouter en premier, peut-être, parce que j'ai vu que on a pas mal d'invités en commun. Ouais. Dans le dernier, Tony, tu as reçu Tony Ouais. aussi. Tony Bush. Si, ouais, j'ai vu ça un peu. T'as pas mal de. Alors, vas-y, dis-moi tout ça. Eh ben écoute, le pourquoi du podcast, c'est super simple, c'est que bon, moi j'aime bien m'évader à travers des récits, tu vois, quand je lis les aventures de personnes que je connais pas, que j'écoute des podcasts sur des courses, des gens qui ont monté leur boîte, qui sont partis monter des expéditions, etc. Bah en fait ça, c'est un petit peu comme des incitations pour moi à passer à l'action dans mon quotidien, tu vois, où je me dis bah finalement voilà, il y en a d'autres qui ont osé se lancer, qui ont osé écouter leurs rêves, qui ont mis en place ce qu'il fallait pour transformer leurs objectifs les plus fous en réalité. Et ben, j'ai découvert un podcast américain qui s'appelle Choose the Hard Way, qui a un format d'interview, donc comme ton podcast, comme le mien. Mais lui, très orienté, il a beaucoup d'anciens athlètes de haut niveau, d'anciens membres des forces spéciales américaines, beaucoup de triathlètes, de cyclistes, donc assez orienté voilà, sport / armée. Et j'arrivais pas à l'époque à trouver la même chose en France. Donc je connaissais bien Ultra Talk parce que Arnaud avait lancé son podcast quand on travaillait encore ensemble chez Apple. Mais voilà, j'avais pas réussi à trouver de podcast avec une approche assez, on va dire, avec des invités qui venaient d'horizons variés, si tu veux. Et donc je me suis dit, voilà, ça peut être. Je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais créer ce truc, je vais créer ce podcast avec des invités qui viennent d'univers très variés. Et puis ce sera au passage une super excuse pour approcher des gens que je trouve super inspirants et à qui j'aurais sans doute pas l'occasion de parler sans ça. Donc c'est comme ça que le projet est né. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des invités qui viennent de l'univers du sport, alors sport amateur jusqu'à des champions olympiques, de l'entrepreneuriat. J'ai eu la cofondatrice de Barouders, par exemple, il n'y a pas très longtemps, le site d'e-commerce pour revendre vos articles outdoor de seconde main. J'ai eu des aventuriers, des aventurières pro comme Mike Horn, des membres des forces spéciales. Voilà, donc c'est assez varié, mais à chaque fois le fil rouge, c'est résilience, détermination, dépassement de soi. En gros, comment est-ce que ces gens-là sont passés à l'action pour vivre la vie qui leur semblait correspondre le plus à leurs aspirations. Donc voilà, c'est comme ça que tout ça est né. Et puis en termes d'épisodes à recommander, récemment forcément Mike Horn, c'était cool parce que c'était un peu un objectif de quand j'ai créé Les Frappés, d'un jour pouvoir recevoir Mike Horn, donc ça c'est chouette. Mais sinon on va faire peut-être par le vote populaire, tu vois, l'épisode le plus écouté, parce que j'imagine qu'ici le plus écouté c'est peut-être voilà celui dont les gens tirent le plus d'enseignements, qu'ils ont trouvé le plus intéressant. C'est un épisode avec Louis Saillant. Alors c'est pas son vrai nom, c'est un alias, mais c'est le nom par lequel, en tout cas, à travers lequel le grand public connaît cette personne. C'est un ancien membre des forces spéciales françaises, un ancien commando marine, qui partage, c'est un échange de quasiment 2 heures, qui partage son parcours, de ses débuts dans l'armée, comment est-ce qu'il en est arrivé à rejoindre les commandos marines, qui nous raconte certaines de ses missions, dont une en particulier qui raconte en détail. Et ce qui est assez, ce qui moi m'a vraiment frappé, c'est déjà il a un vrai talent pour te faire vivre le moment comme si tu y étais. Donc c'est quand il te raconte, tu vois, le sifflement des balles qui passent à côté de l'hélicoptère, la poussière dans les narines au moment où ils descendent, etc. Enfin, c'est assez prenant. Et puis c'est surtout un partage hyper humble et qui rend humble en fait sur la réalité des métiers de celles et ceux qui risquent leur vie pour les autres, tu vois. Alors bon, là c'est les forces spéciales, mais il y en a d'autres, c'est du secourisme. T'as eu Marion Poitvin par exemple. Mais voilà, cet épisode, moi j'ai trouvé assez marquant pour ça. On est très loin du cliché, tu vois, qu'on peut avoir du militaire Rambo qui est là pour tout défoncer à la grenade. C'est un peu l'inverse en fait. Donc c'est un témoignage assez fort.
Donc Louis Saillant, l'épisode 40 de ton podcast. Oh là là, mais excellent, t'es même allé chercher le numéro. Ouais, exactement. Ouais. Professionnel. Yes. Et donc Louis qui a écrit un livre, Chef de guerre aussi. Ouais. Donc si vous voulez aller checker tout ça, chers auditeurs, je vous mettrai les liens dans la description. C'est clair, je te rejoins tellement sur cette opportunité qu'on a d'échanger avec des gens avec qui jamais on aurait pu penser un jour qu'on parlerait, tu vois. Ça doit être assez même perturbant au début quand tu vois, t'as Mike Horn à ton micro. Ouais. Tu vois, t'as peut-être même du mal à le tutoyer, tu vois. Ouais. Il y a un petit truc quand même. Hein. Bon, après, Mike Horn... était assez à l'aise Ouais, bah après, Mike Horn, ça a été tellement de boulot que j'étais surtout content que ça se fasse enfin, parce que ça m'a pris à peu près 1 an et demi. Je l'avais en tête, si tu veux, sur ma liste au moment de la création du podcast, donc en 2020. Une fois que j'ai osé demander à ses filles qui gèrent un peu toute la com pour lui, etc. Il s'est passé 1 an et demi entre le moment où j'ai rencontré ses filles, où j'ai osé leur demander ensuite, et où ça s'est fait. Donc j'étais surtout content de l'avoir, mais après, ouais, quand même un petit peu de stress pour Mike Horn, pour être honnête. Je peux pas dire que j'étais parfaitement détendu. Ouais, ça, c'est sûr, j'imagine. Il y a d'autres épisodes comme ça qui t'ont où tu as été un petit peu impressionné par ton invité et puis au final tu as tiré un petit peu tes enseignements du judo. Je reprends la confiance en moi. Ouais. Franchement, il y en a tellement. Tu vois, je pense à un épisode avec une fille qui s'appelle Chloé Dardelé, qui fait de la micro-aventure, et ça a été la première fois que j'ai échangé avec quelqu'un qui fait autant de micro-aventures. C'est venu casser un peu une croyance que j'avais sur le fait que pour s'évader, il faut partir loin et longtemps. Donc ça, c'est un peu un épisode qui m'a marqué pour ça. Après, j'ai échangé avec Anthony Bourbon. Alors, s'il y en a qui ont une télé chez eux, qui regardent la télé, le fondateur et CEO de Feed. C'est des barres énergétiques, et lui, il a une en termes de détermination, j'ai reçu personne qui soit aussi expressif que lui sur le sujet. Donc s'il te dit qu'il est capable de traverser un mur rien que à la force de sa volonté, franchement, après 1 heure de conversation avec lui, tu le crois. Donc il y a quelques épisodes comme ça qui m'ont marqué, mais tous ont été de super expériences, et j'ai plus envie de dire, tu vois, c'est la somme de tous ces échanges qui à un moment donné m'ont fait tirer des enseignements et prendre des décisions dans ma vie. Le fait que je démissionne de chez Apple, par exemple, alors que j'avais un poste très confortable avec un salaire plus que confortable, je vivais en Suisse, très bien, ça a été surtout lié au fait que j'ai créé le podcast, parce qu'à force de rencontrer, tu vois, des gens qui ont justement pas forcément une situation confortable professionnellement ou des gros salaires, mais qui en fait sont hyper heureux, parfaitement alignés avec leurs valeurs, et qui te font des récits hyper prenants de ce qu'ils vivent régulièrement, je me suis dit, finalement, il y a peut-être plus important que l'argent et un beau nom de boîte sur un CV, tu vois. Donc j'ai envie de dire, c'est surtout, tu vois, la somme de ces rencontres, et surtout la fréquence, le fait, moi je rencontre un invité par semaine, je crois que toi aussi à peu près, hein, c'est ça. Ouais, en moyenne, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est même plus que ça. Mais, ouais, donc du coup, cette fréquence, elle fait aussi que, tu vois, régulièrement, il y a une piqûre de rappel, une piqûre d'inspiration, en fait, qui fait que en tout cas pour moi, ça a facilité pas mal de passages à l'action. La démission, la PTL, et j'en suis hyper content. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de podcasts qui se créent, et souvent en fait c'est un peu ce discours là qu'on entend, c'est que finalement on crée ce qu'on aurait aimé écouter soi-même. Ouais. Et puis moi j'adore comme ça écouter des conversations, et puis d'être, tu vois, peut-être que les auditeurs là, qui sont en train de nous écouter ont l'impression d'être dans la même pièce que nous en train de parler. Et de profiter de tous ces apprentissages. Ouais. C'est juste trop bien, quoi, en tant que podcasteur, parce que si les auditeurs écoutent peut-être pas tous les épisodes, nous en tant que podcasteurs on a forcément participé à tous, quoi, donc forcément c'est clair. Ça fait un paquet d'apprentissages. D'ailleurs,
quels seraient, toi, les conseils que tu pourrais donner, par exemple, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet, alors podcast ou autre création de contenu comme ça alors, la question classique qu'on pose dans ce genre de cas, c'est quel serait le conseil que tu donnerais à Loïc en septembre 2020 Ouais. Écoute, le conseil que je donnerais à Loïc en septembre 2020, ce serait peut-être celui de la patience, en fait. Tu vois, de croire dans le pouvoir de l'effet cumulé, si ça parle à certains, cette notion. Mais finalement, que tu vois la somme de petites actions que tu mènes sur une longue période de temps, enfin, en tout cas une certaine période, va finir par avoir de grands résultats. En tout cas, de grands résultats pour moi. Je dis pas que les frappés est un grand truc. Enfin, j'ai pas du tout cette prétention. Mais pour moi, c'est clairement un projet dont je suis très, très heureux, très fier. Et l'exemple, c'est Mike Horn. Tu vois, il m'a fallu 99 épisodes pour arriver à avoir Mike Horn sur le podcast. Et il se trouve que Mike Horn, c'est quelqu'un que j'admire pour différentes raisons. Notamment sa vie, ce qu'il a fait, comment il a rebondi face à certaines galères de la vie. Mais tu vois, j'ai échangé récemment avec un copain qui me disait ouais, mais j'aimerais bien avoir un joueur de tennis pro, etc. Sur le podcast, mais je démarre, je suis pas crédible, etc. Ça arrivera pas. Et c'est un petit peu ce que je lui partageais. En fait, je lui disais mais finalement, il faut aussi que tu profites. Tu vois, enjoy the journey, on dirait en anglais, c'est profite du chemin parcouru. C'est une chouette aventure et à force d'efforts, le podcast surtout, si le conseil c'est pour le podcast, c'est, tu me diras ce que tu en penses toi, mais c'est quand même c'est beaucoup d'efforts pour des résultats, une progression, tu vois, dans le nombre d'écoutes, etc., qui est pas exponentielle, c'est pas explosif, à l'inverse peut-être d'autres médias. Donc voilà, le conseil pour synthétiser tout ça serait peut-être d'être patient et de profiter de l'expérience au fil de l'eau plutôt que d'essayer absolument de griller des étapes et d'aller très vite, très fort. Alors là, je te rejoins à 8000, 10 000, 100 000%. Tu vois, quand je filme notre ami Alexandre Bouchex pendant la Diagonale des Fous et qui raconte qu'il est tombé, qu'il a évité une pierre, qu'il a failli devenir tétraplégique, bref, il raconte sa petite histoire qu'il a vécue et que je mets ça en réel sur Instagram et que ça fait 250 000 vues. Excellent. Et tu vois, je filme ça, mais avec mon téléphone en courant à côté de lui, ça tremble. Je mets des textes en dessous avec un truc qui fait ça automatiquement. Ça m'a pris littéralement 10 minutes à produire. Et quand tu enregistres plus de 200 épisodes et puis qu'il y en a, il y en a absolument aucun qui fait 250 000 écoutes. Ouais. Et ben, en fait, oui, le podcast a ce truc un peu ingrat et qui ne deviendra jamais viral comme peut le devenir une vidéo d'un petit chat. Ouais. Mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Pour le coup, c'est l'impact que ça a sur les auditeurs. Je pense qu'il est sur les auditeurs, sur celui qui enregistre, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus important et plus percutant que beaucoup d'autres trucs qui deviennent virales mais que tu as oublié dans la demi-seconde qui suit. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, totalement aligné avec, avec cette vision de l'effet cumulé aussi, ouais, c'est clair. Très cool. Alors on a déjà dépassé l'heure dont je t'avais pour lequel je t'avais dit on en a à peu près pour 1 heure. On n'a pas parlé de tes années chez Apple. J'adore tu vois, Apple, parce que je suis un Apple addict, tu vois. Ok. Ouais, généralement c'est l'un ou l'autre. Soit les gens adorent, soit ils peuvent pas voir la marque. C'est un peu ça, ouais, c'est vrai. Tu vois, quand j'avais fait une vidéo sur les montres Coros et j'avais comparé Coros à Apple, j'avais dit que c'était les Apple de la montre cardio GPS, je trouve. Et puis il y en avait dans les commentaires qui m'avaient dit à partir du moment où tu as dit ça, j'ai arrêté la vidéo. Ah bon, pourquoi? Ah ouais, carrément. Ouais, carrément.
Quels sont les apprentissages que tu retires un petit peu de cette expérience Apple et maintenant, si tu veux dire 2-3 mots de Papyrus, peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui seraient intéressés. Tu vois, j'ai parlé de Papyrus à ma femme qui bosse dans une boîte et puis qui est justement sur tous ces sujets d'évolution de compétences de ses salariés. Excellent. Et quels sont tous ces apprentissages que tu retires de l'entrepreneuriat qui te servent dans le sport? Et l'inverse. Ouais, c'est une super question. Est-ce que tu veux que je commence par Apple ou par Comme tu veux. Bah écoute, on va le faire chronologiquement. Alors Apple, Apple, les apprentissages que alors moi j'ai eu un parcours un petit peu spécial chez Apple. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait j'ai rejoint l'entreprise à travers ce qui s'appelle un graduate programme. Donc c'est des programmes pour les diplômés du supérieur qu'il y a dans certaines grosses entreprises. Généralement c'est plutôt des grosses boîtes qui font ça, où tu as un système de rotation de mission. C'est-à-dire que, en l'occurrence, chez Apple, moi, je changeais de poste, en gros, tous les 3 mois. Initialement, ça devait durer 2 ans. On était 80 dans le monde à faire ça. Moi, j'étais en France. Et l'objectif, c'est qu'à la fin des 2 ans du programme, t'aies vu un maximum, en fait, de choses dans la boîte et que tu sois prêt pour être manager beaucoup plus jeune, beaucoup plus tôt, que si tu avais été recruté en externe. Donc déjà, voilà, mon expérience, elle a commencé un peu différemment de celle de la majorité des employés chez Apple, parce que quand tu es dans ce type de programme, tu es souvent t'es très bien accompagné, enfin, encore plus que dans le reste de la boîte. Tu as des gens qui sont là, dont leur seul taf, en fait, c'est de t'aider dans ton programme. Donc tu es vraiment un peu comme un sportif de haut niveau, tu vois, qui rejoint un centre d'entraînement qui est dédié à sa performance, à lui, quoi. Donc c'était quand même une super expérience. Et ensuite, voilà, j'ai eu des postes de management où j'encadrais des équipes. Sur mon dernier poste, j'avais 80 personnes, 5 managers et 6 assistants managers. Donc je faisais beaucoup de management. Et ce que j'en ai retenu de cette expérience chez Apple, c'est plusieurs choses. La première, je pense, c'est la puissance de l'excellence. En fait, j'avais un peu peur. J'étais comme toi, j'étais plutôt fan de la marque, même si je pouvais pas me payer beaucoup d'appareils Apple avant de rejoindre Apple. Mais voilà, j'étais plutôt fan de la marque. En réalité, j'en avais qu'un, j'avais un Mac. Et j'avais un petit peu la crainte, tu vois, de ce que j'allais trouver derrière le rideau en tant qu'employé. Je m'étais dit, bon, est-ce que finalement je vais pas être déçu, parce que chaque fois que je vais dans un Apple Store en France ou à l'étranger, globalement l'expérience est cool, les produits sont top. J'aime bien la marque, l'image, les valeurs, etc. Mais qu'est-ce que ça va donner derrière le rideau, tu vois? J'avais un peu peur de tomber dans la situation où finalement c'est que des effets d'annonce et derrière, je sais pas, des trucs tout bêtes, tu vois, mais les bureaux sont dégueux, les gens sont pas sympas entre eux, voilà, les conditions sont toutes pourries. Et en fait, j'ai retrouvé une recherche d'excellence autant poussée, on va dire, derrière le rideau que ce qui est visible du grand public, voire même plus parfois. Et donc, en fait, je suis passé d'une situation où, tu vois, j'ai été sportif de haut niveau pendant quelques temps, à une pause, à ma vraie grosse expérience pro chez Apple. J'avais un peu l'impression de retomber dans un environnement de haut niveau, tu vois, avec cette recherche d'excellence partout, à tous les niveaux, tout le temps. Enfin, c'est à la fois stimulant et après un certain temps, ça peut être aussi fatigant, tu vois. Parce que c'est compliqué de tout le temps courir. C'est Steve Jobs qui disait que même l'intérieur d'un iPhone doit être beau. Ouais, bah non, mais c'est exactement ça, hein. Si tu t'ouvres un iPhone, t'ouvres un Mac, tu vas dans un Apple Store, bon, alors le fais pas parce que tu risques ça risque d'être bizarre, mais si tu regardes le dessous d'une table sur laquelle il y a des produits Apple, des Mac, des iPhones, etc., que tu ouvres les trappes, normalement, si c'est fait correctement, en tout cas selon les standards d'Apple, tu dois halluciner. C'est-à-dire qu'une table à mettre en place, une table sur laquelle tu as genre 6 iPhones et 2 Mac, c'est 3 heures de boulot, tu vois. Alors qu'en soi, il y a 15 câbles visibles pour le client et c'est tout, quoi. Mais en réalité, c'est 3 heures de boulot parce que tous les câbles sont enroulés sous la table exactement au même diamètre, sont cirflexés exactement au même endroit avec des cirflexes d'une certaine couleur qui doivent être
fixé sous la table à certains endroits. Enfin, c'est d'un niveau de précision sur un truc où tu pourrais te dire, bon, on s'en fout, tu vois, on enroule les câbles des iPhones sous la table et puis basta. Et en fait, non. Moi, j'ai visité plein de... Puisque moi, j'étais dans la partie retail d'Apple. Donc, Apple, c'est 150 000 employés. Tu en as à peu près 70 000, c'est le retail, c'est-à-dire les magasins. Donc, moi, mon poste, c'était dans la partie retail. Donc, j'ai vu beaucoup d'espaces de stockage, par exemple, dans des Apple Store. Et franchement, tu pouvais manger par terre dans absolument tous, quoi. Ils étaient tous plus propres que l'hôpital où ma femme a accouché, ou la clinique où j'ai passé 1 mois et demi après un accident de voiture, tu vois. Tous. Ça, c'est quand même hallucinant. Donc voilà, c'est un peu le premier gros learning, c'est la puissance de la recherche constante de l'excellence. Et le deuxième learning, alors c'est un learning positif et puis son pendant, on va dire, négatif, c'est que, en fait, c'est comment dire, la notion de contrôle. Absolument, ça va un peu avec cette idée de recherche d'excellence, tu vois, mais absolument tout est contrôlé chez Apple. Dans le sens où si tu es employé Apple, tu n'as absolument pas le droit de communiquer sur les réseaux, par exemple, sur des choses que tu fais chez Apple dans le détail, hein, voilà. Jusqu'à il y a peu de temps aux États-Unis et partout dans le monde, c'était absolument interdit de parler de ton salaire, même au sein de la boîte. Donc ça peut aller très loin, tu vois. Moi, j'avais des équipes business, par exemple, chez Apple, qui avaient besoin de faire changer le répondeur téléphonique. Ça a pris 3 à 4 semaines parce qu'il fallait que le message qui était en allemand soit d'abord écrit en anglais, envoyé au siège aux États-Unis pour être validé. On parle d'un message de répondeur, hein, donc c'est 30 secondes. Hein. Une fois qu'il était validé en anglais, il fallait qu'il soit traduit par des traducteurs accrédités par Apple, qu'il soit revérifié par d'autres traducteurs et qu'il nous soit renvoyé pour qu'on l'enregistre. Et une fois qu'on l'avait enregistré, il fallait qu'on le renvoie pour qu'il valide, tu vois, un truc de fou, un répondeur. Donc, l'avantage de ça, c'est que du coup, tu as une marque qui est extrêmement forte, où il n'y a absolument rien qui dépasse. C'est-à-dire que tu peux aller dans n'importe quel Apple Store du monde, tu peux être absolument certain que tu as la même expérience, que les produits sont présentés de la même façon, que les équipes sont formées de la même façon. Il n'y a pas de franchise chez Apple. Tu peux pas rentrer dans un Apple Store qui appartient à un gars. Tout appartient à la marque, absolument tout. Et Apple contrôle tout, de la fabrication à la logistique, en passant par la finance, des investissements de la boîte, enfin absolument tout. L'inconvénient, c'est que au bout d'un moment, tu te rends compte que ta marge de manœuvre en tant qu'employé, à moins que tu sois dans les têtes pensantes au siège, et il n'y en a pas énormément, ou dans des équipes innovation, en fait, ta marge de manœuvre, elle est finalement très faible. Et ton job, qui est pas forcément, tu vois, c'est pas forcément dégradant de dire ça, mais ton job, c'est de faire en sorte que les standards extrêmement élevés de la marque soient appliqués. Mais en fait, t'as pas ton mot à dire sur les standards. Et moi, voilà, très clairement, à la fin, c'est j'avais envie de faire autre chose. J'avais envie de sentir que j'étais plutôt aux commandes de ma propre expérience, plutôt que plutôt que d'œuvrer à appliquer des choses qui étaient décidées très loin du terrain concret sur lequel moi j'évoluais, tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'en retiens, la puissance de l'excellence et l'impact que peut avoir un contrôle total, que ce soit positif ou moins positif. Ouais, ce qui est un peu contradictoire avec le produit en lui-même, qui doit être ultra simple et facile d'utilisation, rapide. Ouais. Et voilà. Ouais. Je comprends. Donc voilà pour Apple. Et sur l'entrepreneuriat, écoute, donc j'ai quitté Apple fin 2021 pour créer avec Stéphane Papyrus. Donc c'est, comme je disais, c'est une solution de gestion d'équipe, de gestion des talents. Donc on permet, le point de départ, c'est tout bête, c'est de digitaliser les entretiens. Il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui ont du mal à faire le suivi de leurs collaborateurs. Je prends souvent l'image des sportifs, tu vois, de haut niveau ou pas, mais quand tu es sportif, a fortiori d'autant plus quand tu es sportif de haut niveau, tu as un objectif qui est très clair, admettons les JO. Une fois que ton objectif est clair, tu as une multitude d'échanges avec ton staff, avec ton coach, tu as des retours sur ta performance, tu as des échéances intermédiaires, on te demande de réfléchir tu vois, sur tes motivations, de construire des plans sur comment est-ce que tu vas améliorer tes performances, etc. Et c'est normal parce que l'exigence finale, décrocher une médaille au JO, elle est extrêmement élevée. Et en entreprise, en fait, on se rend compte qu'il y a très souvent un niveau d'exigence hyper élevé. On demande aux gens d'être de plus en plus performants, de plus en plus agiles, de plus en plus créatifs.
Mais en termes de suivi, on est très, 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 très loin dans beaucoup d'entreprises du niveau de suivi, de la qualité de suivi qu'ont des sportifs, par exemple. Donc, l'objectif de Papyrus, en fait, c'est de régler ce problème en apportant une structure aux entreprises. C'est-à-dire t'es une entreprise, tu installes Papyrus, enfin, tu t'abonnes, tu t'enclenches un abonnement Papyrus. On va venir te suggérer, sur une période de 12 mois, une structure pour le suivi de tes équipes. C'est-à-dire que ça correspond à entre 4 et 12 rencontres, par exemple. Et pour chacune de ces rencontres, par exemple, je sais pas, une rencontre trimestrielle plus un bilan annuel, et ben il y a plein de managers qui savent pas trop comment mener des conversations avec leurs équipes. On leur fournit là encore une sorte de guide. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des questions, ils ont juste à sélectionner le type d'échange qu'ils vont avoir avec leurs collaborateurs et on leur propose des questions, alors qui ne sont pas des questions qu'on sort du chapeau. Il y a évidemment plein de choses que j'ai apprises chez Apple ou dans ma formation de coach ou de préparateur mental qu'on reprend dans Papyrus. Alors, il n'y a rien qui est protégé par des brevets par Apple, donc c'est bon, je suis safe là-dessus. Mais voilà un petit peu l'idée, en fait. On vient permettre aux entreprises qui ne savent pas forcément comment améliorer l'expérience de leurs employés, eh bien, en fait, on vient un peu comme un tuteur, les guider pour faire en sorte que les gens se sentent épanouis dans leur travail, avec notamment de plus en plus d'échanges, de plus en plus qualitatifs avec leur manager. Alors, si tu avais l'occasion de choisir entre l'entrepreneuriat et le retour au salariat, qu'est-ce que tu ferais? Ouais. C'est une bonne question. Je te dirais que ma réponse pourrait varier à peu près 2-3 fois par jour selon les nouvelles, tu vois, qui arrivent du côté de Papyrus. C'est comme tout, en fait. C'est choisir, c'est renoncer. Et quand j'ai fait le choix de quitter Apple, je savais que je renonçais. En tout cas, je sais pas pour combien de temps et je sais pas si je retrouverais des conditions comme j'avais chez Apple, mais je savais que je renonçais à un très bon salaire, à une situation confortable, etc. Il y a des fois, je te cache pas que je me dis, mince, est-ce que ça valait vraiment la peine, tu vois? Je pourrais être en train de profiter de mes 5 semaines de congé, ou même 10 quand j'étais en France, pour Apple France, avec, tu vois, sans trop réfléchir à comment payer mon crédit ou mon loyer ou à la fin du mois. Mais en même temps, ça m'offre une liberté incroyable, l'entrepreneuriat. Tu vois, ma fille, on l'a mise à la crèche, elle avait 8 mois. Donc les 8 premiers mois, on était avec elle, elle était avec nous tout le temps. Je l'ai vu grandir. Entre 2 réunions, je pouvais aller, tu vois, m'occuper d'elle, jouer avec elle. J'étais là pour ses premiers pas, forcément. Enfin voilà, c'est quand même. Je pense que ce qui est important, c'est pas tant est-ce qu'il vaut mieux entrepreneuriat ou salariat. Je pense que ce qui est super important, c'est s'écouter. Et moi, au moment où je me suis écouté, le chemin qu'il me fallait, c'était celui de l'entrepreneuriat. Ce qui veut pas dire que ça le restera. À court terme, pour le moment, c'est ce qui me va très bien. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est s'écouter. Et tu vois, moi, pour tout te dire, le trigger, c'est que j'ai eu une promotion chez Apple, assez jeune. Donc, j'ai pris un poste. Donc, j'étais déjà manager, mais j'ai pris un poste au-dessus, très jeune. Et donc, le salaire a suivi. J'ai eu une grosse augmentation, 25 ou 30%, je sais plus, sur un salaire déjà élevé de base. Et en fait, ça m'a rien fait. Quand ils me l'ont annoncé au téléphone, je me revois encore, tu vois, dans notre appart en Suisse. Et quand ils m'ont annoncé le nouveau salaire, je me suis dit, bon, ça me fait rien. Et immédiatement, mais dans la seconde, tu vois, où ils me l'ont dit, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, là, ça me fait rien, c'est grave. Un salaire comme ça, c'est pas possible. Enfin, il faut que je m'en aille. C'est que ça va plus, je suis plus aligné. Je peux pas rester juste pour l'argent. Il faut que j'aille chercher autre chose. Donc voilà, je pense que la conclusion de tout ça, c'est ce qui est surtout important, c'est d'arriver à être au clair sur ses aspirations à un instant T et oser prendre les décisions qui, j'ai envie de dire presque qui s'imposent, quoi. Ah, ça, c'est le fameux l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça, il n'y a que les riches qui le savent. Ouais. Ouais. Je crois qu'à partir il y a une étude là sur à partir de 5 000 € par mois, le niveau de bonheur n'augmente plus. Ouais, j'ai vu quelque chose comme ça aussi. Ouais. Mais ça fait du sens, hein. C'est sûr que si t'es pas aligné avec ce que tu fais, ça. Ouais. Voilà. Puis à partir du moment où tu peux à peu près tout offrir, ce qui est le cas de. Sauf du temps, c'est ouais, ça le truc. Ça, exactement. Ouais.
Exactement. Eh ben écoute, je sens qu'on pourrait rester encore discuter hein plusieurs heures. Mais écoute, merci beaucoup pour ton temps. Déjà dépassé de 20 minutes, plus de 20 minutes, le temps que je t'avais promis. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour tes apprentissages et ton partage, notamment sur la PTL. Et puis surtout ce dont on a parlé, le sommeil, tes apprentissages d'entrepreneur aussi. Je mettrai absolument tous les liens dans la description de tout ce dont on a parlé. Et puis donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Loïc et son podcast Les Frappés, n'hésitez pas à aller l'écouter. Vous ne perdrez pas votre temps. Voilà. Yes, bah écoute, un grand merci François, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours une chouette expérience en tant que podcasteur de venir témoigner plutôt que de poser des questions. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité. Et puis, bah, écoute, peut-être qu'on se croisera sur un trail un de ces jours. Peut-être le tien d'ailleurs dans le Finistère, qui sait. Eh ben écoute, why not? Avec grand plaisir. Merci Loïc et à bientôt. À bientôt. Et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.